bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on se retrouve pour parler cette fois-ci d'un show de la TNA, parce que oui, le show auquel on va commencer à en discuter, c'est un show qui s'est déroulé du côté de Nashville dans l'état de Tennessee, donc la TNA No Surrender 2026. Et oui, donc c'est ce show-là auquel on va parler. Et du coup, je décide de parler d'un grand crescendo pour commencer à parler tout le reste de la carte. Alors tout ce que je sais, il n'y a que 10 matchs, dont 2 du pré-show et pas mal du côté de la carte principale, bien sûr. Donc pour commencer, le premier match du pré-show, c'est un match par équipe entre l'équipe Sinner et Saints, donc Judas Incarus et Travis Williams, contre tout simplement Brad Attitude et TW3, auquel aucun des quatre je les connais, et pourtant c'est l'équipe de Sinner and Saint qui remporte le match. Donc comme quoi, pas de ouf à trop quoi en dire, forcément. Et le deuxième match, alors au début ce n'était pas un match, mais disons un one-man show, géré par Frankie Kazarian, qui avait comme invité tout simplement Ryan Nemeth et Alan Angel, auquel tout simplement ça parlait de discussion, et que j'aime bien, on nous vendait comme quoi Ryan Nemeth allait sûrement combattre, et finalement il ne combat pas. Jusqu'à ce que Frankie Kazarian confronte Alan Angel, et que direct la baston commence, et même le match aussi. Et à tel point que Frankie Kazarian, il combat même en costume, oui, en costume direct, et ça l'empêche pas de gagner face à Alan Angel, voilà, au passage. Donc tout simplement rien d'autre grand chose à dire, si ce n'est que c'est victoire de Frankie Kazarian. Et maintenant du côté de la carte principale, on pourrait dire que c'est la bataille royale pour avoir une chance au titre féminin des knockouts de la TNA. Donc celle qui gagne sera la prétendante numéro 1. Et du coup, il y a tellement de noms que je pourrais en dire, mais ça ferait beaucoup en citer. Et d'ailleurs, je préfère pas trop me prendre la tête. Ce n'est qu'il y avait du Tessa Blanchard, du Aya Black. Donc, Elia Black, je pense que c'est Cora Jade. Tasha Steelz. Il y a qui encore Je ne sais plus, mais bref, de toute façon, il y avait que des femmes du côté de ce match, pas, de bataille royale, quoi. Et tout ce que je sais, l'une après l'autre va se faire éliminer jusqu'à ce qu'il se reste, jusqu'à ce qu'il ne reste Tessa Blanchard, qui croyait avoir gagné le match, mais en fin de compte, pas du tout, car il manquait la dernière, et cette dernière, c'est Judy Trett. Et du coup, c'est Judy qui élimine Tessa Blanchard, et qu'elle sera la future prochaine prétendante numéro 1 au titre féminin des knockouts. Commandez de plus. Voilà tout. Donc après avoir parlé du premier, deuxième et troisième match, maintenant on passe au quatrième. C'est un match international pour le titre TNA, bien sûr, donc le titre international, et que si je dis pas de bêtises, c'est un Fist of Fire. Donc si jamais Miguel part, il serait sûrement viré apparemment. Ou il s'agit d'un match. Ouais, ça j'avais compris, mais je crois que c'était ça un petit peu l'enjeu. Je peux peut-être me tromper, faut dire, je l'ai regardé un peu à l'instant T sans trop réfléchir à ça. Si ce n'est que le match était bien entre Trey Miguel contre Channing Stacks Lorenzo. Du côté de Trey Miguel, il est accompagné par Teddy Swims. Et pour Channing Lorenzo, c'est toujours accompagné par Ariana Grace. Oui.
Je crois que dans le match, Ariana Grace a voulu essayer d'intervenir dans le match pour tout simplement éviter que Miguel devienne le nouveau champion. Donc c'est sûr que ça a envoyé pas mal de péripéties, jusqu'à ce que, à l'instant T, je crois qu'elle sera expulsée jusqu'au vestiaire, et que ça va permettre à Trey Miguel d'avoir l'avantage et de en finir vite avec Lorenzo avec sa prise finish. Et auquel c'est tout simplement Trey Miguel qui devient le nouveau champion international. Donc voilà tout, Trey Miguel devient le nouveau champion. Et d'ailleurs, lui en revanche, il n'a pas suivi ses trois collègues des Rascals. Il a vraiment pas suivi le train. Donc s'il aurait voulu, il aurait peut-être été, mais il a préféré d'y rester. Donc voilà. Bah, après, j'ai pas trop grand chose à dire si ce n'est que c'est la victoire de Trey Miguel et que je passe au cinquième match. Le cinquième match est un match tout simplement simple, donc tout ce qu'il y a de plus normal. Mens Warner, toujours accompagné par Steph Delander, contre The Action Mike Jackson. Et ce Mike Jackson, auquel je suis sûr que personne, vous n'avez jamais entendu parler, moi non plus, je n'ai jamais entendu parler de ce Mike Jackson. Eh bien, faut savoir que c'est un vieux catcheur qui est âgé de 76 ans. Donc, si vous voulez, pour la traduction littérale en française, en termes d'âge, 76 ans. Voilà tout. J'espère que je le dis bien, 76 ans. Même si j'ai beaucoup plus l'habitude de dire 76 ans. Oui, parce que voilà, c'est notre façon à nous de parler, nous les Belges. Et que ce gars-là a également catché dans les années 70, tout simplement. Donc en 72, 1972, ou si vous voulez, 1972. Donc un vieux catcheur qui a quand même bien vécu, qui a quand même resté bien longtemps dans le milieu du catch jusqu'en 2026. Hein. Rendez-vous compte. Et que à 76 ans, continuer à catcher, je me dis waouh, il faut être en forme, bien énergique, malgré le temps qui passe. Hein. Parce que bordel, je pense pas que je continuerai à lutter à cette époque-là. Parce que faut dire traverser les époques et les années, waouh. Il, euh, il faut comment dire, j'ai pas les mots pour décrire tout ça, mais il faut être chanceux de ne pas commettre d'erreurs dans le catch, de ne pas, on va dire, utiliser de tout ce qui est entre guillemets mauvaise intention en disent de produits dopants et j'en passe d'autres. Mais franchement, la longévité dans le catch, ça force le respect. Hein. Même si il n'a pas forcément accompli grand-chose à travers les époques qu'il a traversées, mais bon, après, il a un petit palmarès, hein, ce Mike Jackson. Et pourtant, tient bien tête à Mens Warner. Et même si il aurait tellement voulu, la plupart, que ce soit ce Mike Jackson qui devient champion, enfin champion, non, le titre n'est pas en jeu, excusez-moi, qui aurait tellement voulu bien gagner, mais sauf que non, malheureusement non, il faut bien à un moment donné lever le pied. Et justement, c'est Mens Warner qui le fait tout simplement le pin sur Mike Jackson avec je crois que c'est un marteau pilon, donc un pile driver, et qu'il le bat directement. Et bien sûr, certes, c'est Mens Warner qui remporte le match, mais à la fin, preuve de respect entre les deux hommes. Et même envers Steph Delander. Donc c'est sûr, ça célèbre ensemble parce que faut dire que ce monsieur a de la longévité. Et voilà tout. Je pense que j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que je passe au match suivant. Merci messieurs. Donc match numéro 6, c'est un match par équipe, tout simplement pour les titres féminins des knockouts. Donc voilà tout. Alors, l'équipe composée de la marque Élégance, ou les sœurs Élégance, comme j'aimerais bien les appeler.
Donc tout simplement Hater by Elegance, M by Elegance, accompagné par H by Elegance, Mister by Elegance et le personnel concierge. J'ai dit le personnage concierge. Alors que non, c'est le personnel concierge ou le concierge personnel. Eh oui, pas mal de gens dans la marque Elegance contre tout simplement Indy Hartwell et Xia Brookside. Match remporté par la marque Elegance. On saurait bien en passer d'avoir un nouveau changement de titre, mais finalement pas du tout. Même si le match était super, je vais pas vous mentir, super dans le sens que il était bien, mais pas aussi ouf non plus, faut pas trop déconner. Donc, ouais, concernant ce match-là, certes, il y a eu pas mal de rififi dans le match, pas mal de retournements de situation, mais en fin de compte, ça reste tout de même l'équipe de la marque Elegance qui remporte le match. Même si à la fin, ils s'en prennent au babyface. Donc, ils s'en prennent à Indy Hartwell et Xia Brookside. Donc, c'est sûr, on en fait du petit bois avec elle. Attendez, je crois que... Non, je fais erreur. Non, je fais erreur. Au moment où la marque Elegance célèbre pour leur victoire, eh bien, on a la musique de Mickey James qui retentit. Donc, ouais, excusez-moi si je me t'ai trompé au début, j'ai cru qu'il est tabassé, mais non. Je... Il faut juste que je réfléchis bien correctement parce que vu comment je l'ai vu que le matin et que j'étais un petit peu occupé à autre chose avant d'en parler, et bien là maintenant je viens de m'apercevoir que non, ce n'est pas du tout le cas, vu comment il y avait Mickey James qui arrivait, qui leur passait le message en les frappant toutes. Donc, est-ce que c'est pour une alliance contre la marque Elegance ou juste une apparition, juste pour faire une apparition? Honnêtement, aucune idée. Clairement aucune idée. Encore un match simple, donc Eric Young contre BDE ou BDE si vous préférez. Un influenceur contre un catcheur confirmé. Ça peut être fun, ça peut être divertissant pour certains qui voient leur petit influenceur local affronter quelqu'un d'expérimenté comme Eric Young. Mais est-ce que il aurait une chance de le battre, une chance de ressortir grandi de tout cela? Ça aurait été une possibilité s'il aurait battu Eric Young, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Vu comment après tout, ça reste tout de même le vétéran qui remporte le match. Donc je parle bien sûr de Eric Young. Eh oui, oui. Donc c'est Eric Young qui remporte le match. Maintenant, c'est match numéro 8. Et le match numéro 8, c'est pour le titre féminin du monde des knockouts de la TNA. Tout simplement, entre Ariana Grace contre Lei Yingli. Mais elle était accompagnée, Ariana Grace, de Channing Stax Lorenzo. Alors que Lei Yingli, donc Xiali, elle, c'était personne à part le titre. Donc, bien sûr, ce match... Alors, je vais pas vous mentir, je pense que ce show était un petit peu mollasson. Bon, ceux qui l'ont regardé, qui aimeront, vont sûrement dire que non, c'était un des meilleurs démarrages de 2026, ou tout simplement un bon show, même si on s'attendait à plus de suspense. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherche. Du suspense, rien que du suspense. Parce que s'il n'y a pas de suspense et que rien ne m'implique à adorer ce que je vois, c'est que t'as mal fait ton boulot. C'est un peu la même réflexion que je peux dire pour la WWE. Ou encore une mini critique sur la EW si j'en ai envie. S'il y a des trucs qui sont pas bien, je le dis. Bien sûr, il faut que je vois les arguments, il faut que je vois bien les réactions en ligne. Tant que ce sont des vraies bonnes réactions, logiques. Et, et voilà, tout simplement, vu comment j'ai pas trop grand chose à en citer là-dessus. Concernant le match-là, alors certes, c'était un peu serré entre Ariana Grace et Ellie,
À tel point que je crois que en plein match, il va y avoir une tentative d'intervention de la part de Dani Luna, qu'au passage, elle n'a plus les cheveux verts, mais elle est bien cheveux châtains. Donc pourquoi elle est venue? Est-ce que c'est pour lancer un regard de menace contre la championne ou contre Ariana Grace, en sachant que cette dernière a déjà son père sur son dos? Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, ben, tout simplement, Ariana Grace, elle s'est mis à dos son propre père. Et, et également, ben, son père ne comprend pas ce genre d'attitude. Donc, enfin, plus j'y pense, plus vous lassez. Je suis conscient de tout cela. Pourtant, après des multiples choses lancées dans le match, alors parfois, ça peut arriver que ce saligo de Lorenzo peut faire distraction pour l'arbitre, mais il va lui lancer à Ariana Grace. Et là, on se dit, c'est quoi? Non, me dites pas que c'est pas une chaussette de Cobra. Eh ben si, évidemment, c'est le Cobra, et auquel, ben, certes, elle va l'utiliser, donc la chaussette, donc pour humilier ou juste un tacle à la gorge à Santino Marella, son propre père. Mais je crois que d'abord elle lui aveugle les yeux avant de faire le cobra et qu'après elle utilise sa prise finish pour la victoire. Donc tout simplement c'est victoire de Ariana Grace, qu'elle devienne championne, donc la nouvelle championne du monde féminin des knockouts. Ok, super. Non seulement Lorenzo, il a perdu contre Trey Miguel, mais là on s'était peut-être dit pourquoi pas que Ariana Grace pourrait perdre ce match. Finalement, pas du tout, elle remporte. Donc un titre qui manque depuis tout à l'heure et un autre titre à gagner qui est parmi eux par le couple. Donc je sais pas si ma phrase a été extrêmement claire, faut dire j'ai pas les très bons arguments possibles, mais on a une nouvelle championne, tout simplement. Et du coup, ben, je me dis, si elle est championne, à mon avis, c'est pas pour rien. Je pourrais dire de mauvaise foi, entre guillemets, ah, si elle est championne, c'est grâce à son papa. Oui, parce que quand on est fils ou fille d'une grande catcheuse ou d'un grand catcheur, on peut se dire, si eux ont réussi, bon, ils ont peut-être un talent inné, mais t'en as qui n'ont pas forcément le talent, mais qui réussissent tout de même par leurs parents, parce qu'ils étaient dans le milieu du catch. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, félicitations à Ariana Grace. On va voir à quoi ça va se jouer. En espérant qu'elle pourra peut-être survivre face à Judy Trett. Oui, parce que sa prochaine adversaire, c'est Judy Trett. Tout simplement. Plus que deux matchs après c'est terminé. Oui, je sais déjà. Match par équipe de 8 entre l'équipe de The Order 4, donc les quatre ordres. Équipe composée de Mustafa Ali, Jason Hutch, John Skyler et l'agent spécial Zero, accompagné bien sûr par Tasha Steelz. Contre bien sûr les Hardy Boys ou les Hardys, donc Jeff Hardy, Matt Hardy et The Right House, donc Vincent et Dutch. Et attendez, je vais vite venir parce que je sens des petits griffouillements dans ma porte. Ça veut dire que mon chien veut venir dans ma chambre. Et concernant les participants et le match auquel je vous ai cité directement tout à l'heure, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que c'est un match où il y a pas mal de péripéties et aussi beaucoup de changements et de trop de choses qui se passent dans plein match auquel c'est impossible pour moi de tout vous le décrire et que ça s'est pas mal parti en couille dans le match. Clairement, ça s'est beaucoup joué à de la bagarre, uniquement de la bagarre, rien que de la bagarre, à tel point que ça s'envoie des prises à tout vaille, des oh my god moment, comme on pourrait appeler, avec des multiples spots aériennes, comme par exemple avec les Hardy, auxquels c'est leur spécialité, mais également les, les White House peuvent aussi jouer dans cette catégorie. Donc après que tout le monde est à terre, il ne reste plus que Mustafa Ali
et un certain Dutch, auquel Dutch, je crois qu'il a eu l'idée, certes un peu folle en soi, mais aussi con, car il voulait tenter un 400, je crois que c'était un 450 splash ou un moonsault. J'ai pas trop bien vu à ce moment-là. Bon, aussi, il faut quand même que je vous explique, en revanche, si vous voyez les images qui sont un peu brouillonnes, sachez que ça vient pas de moi, mais ça vient d'une chaîne YouTube auquel j'ai pris les captures d'écran. Donc au moins sachez-le, j'ai essayé de faire comme je peux, mais quand j'essaye de voir sur Google les images, c'est pas toujours évident d'avoir une image bien propre, à part quelques-unes bien sûr. Donc Dutch essaye de faire une prise totalement inédite de sa part et incroyable, mais sauf que ça va se retourner contre lui et que c'est Mustafa Ali qui va le faire un 450 splash pour la victoire. Donc c'est lui qui remporte le match et qui donne la victoire à son équipe et qu'il en est fier de s'être débarrassé des Hardy et des White House. Puis enfin, on a une entrée suite une entrée avec alors ça c'est un peu similaire à l'entrée de l'Undertaker, mais sauf que cette personne auquel je vais vous citer, donc Elijah, c'était pas des druides auxquels il est accompagné, mais bel et bien avec des personnes qui font pousser la caisse de entre guillemets cercueil guitare ou grosse étui de guitare, on pourrait appeler ça comme ça, et que ce Elijah là, c'est même pas le vrai, mais le faux. Car vu comment Mustafa Ali tabasse le fake Elijah, il oublie un détail, c'est que Elijah était dans l'étui de cercueil à guitare. Donc il sort, il attaque Mustafa Ali, il attaque encore et encore, puis il le met dans le cercueil étui à guitare et et qu'il l'enferme et qu'il célèbre avec le public. Et que par la suite, je pense que ça va être exclu au vestiaire. Enfin bref, que des trucs. Alors c'est vrai que l'idée est pas mal, je vais pas vous le mentir, mais là c'est sûr qu'on rentre vraiment dans une inspiration à la Undertaker. Donc c'est du Takeresque, ce que je pourrais appeler ça comme ça. Et enfin, le main event, le 10e match, c'est un match par équipe entre Mike Santana et Leon Slater contre Nick Nemeth et Eddie Edwards, auquel ce dernier était bien sûr accompagné par The System. Sauf que le nom n'est pas cité. Et que en revanche, suite au départ de JDC et également le tabassage envers Moose. Donc c'est sûr, ça fait deux personnes auxquelles ils sont exclus du groupe. Alors qu'à la base, si je dis pas de bêtises, c'est ce Moose qui avait créé cette équipe à la base. Mais bon, je pense que je vais peut-être en venir tout à l'heure sur le cas de Moose, si ce n'est que dans le match entre Mike Santana, Leon Slater, Nick Nemeth et Eddie Edwards, c'est sûr, pas mal de changements et aussi de la brawl et des interventions. Vu comment il va y avoir intervention de ce système, un premier temps, et puis par Steve McLean, qui va commencer à attaquer le champion, et que au lieu d'avoir une disqualification directe, alors que normalement il devrait avoir une disqualification, oh ben non, le match continue, il y a eu intervention de quelqu'un, mais on n'a rien vu, on n'arrête pas le match. Ok, super la logique. Alors qu'il n'y a pas si longtemps du côté de SmackDown, il y avait un match par équipe entre The Rio, Nia Jax et Lashley Jones, et auquel ça s'est terminé parce qu'il fallait se terminer. Alors que à peine sorti, tu commences déjà à attaquer et c'est déjà arrêt du match. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. D'ailleurs, je ne comprends plus la logique de la WWE. Je ne comprends plus dans le monde de la logique du catch. Et maintenant, du côté de TNA, c'est assez révélateur. Hein. D'ailleurs, c'est à cause de ça auquel mon cerveau est quasiment à moitié mort. À force de regarder des trucs qui me déplaient beaucoup. Pourtant, j'essaye de vous donner de la positive à en raconter. Mais c'est pas facile quand il y a des trucs pourraves qui arrivent d'un coup. Et pourtant, tu mets Mike Santana et Steve McLean au vestiaire. Alors que
Mike Santana fait partie du match. Étrangement, il fait partie du match. Et non, tu le fais accompagner au vestiaire. Ça n'a pas de sens. Donc ça laisse Leon Slater face à Nick Nemeth et Eddie Edwards. Certes, le gamin, il va bien s'en sortir, vu comment il va s'attaquer à machin, puis à l'autre machin. Donc à Nemeth et à Edwards. Donc il survit bien. Puis, à l'instant T, il va avoir un ref bump. Parce que je crois qu'il va avoir un ref bump, bien sûr, évidemment. Et qu'il y a le groupe de The System qui arrive, qui tabasse Leon Slater. Donc ils sont à plusieurs contre 1. Et vu comment on a ajouté des nouveaux remplaçants, le remplaçant, bien sûr, c'est Cédric Alexander. Et un autre dont j'ai oublié le nom, malheureusement. J'avais le nom avant de faire cette vidéo, mais maintenant il m'est complètement sorti par la tête. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ce n'est que je donne pas cher de la peau de l'équipe de The System que dans quelques mois, voire quelques semaines, grosso modo, un max, hein, même si j'ai pas forcément raison, mais soyons fous, disons ça comme ça. Je ne donne pas cher de leur peau qu'un de ces jours, ils pourraient tout simplement. L'équipe pourrait se séparer et que l'équipe soit morte. Je donne pas cher de leur peau. Et ça, c'est le genre de situation auquel je rêve que ça arrive du côté de WWE avec le Judgment Day. Et du côté de NXT, pareil, j'aimerais que ça arrive du côté de The Culling. Vu comment je n'apprécie pas non plus cette équipe pour autant. Donc après le tabassage sur Leon Slater, c'est sûr qu'on pense que le match est terminé, c'est les Heels qui vont gagner. Officiellement non, vu comment l'entrée de Moose retentit et qu'il va défier son ancien clan qui l'ont récemment trahi, et il les détruit tous. Donc il détruit Brian Myers, il détruit Cedric Alexander, et il détruit bien sûr Eddie Edwards et le dernier membre, auquel je n'ai pas le nom, mais peut-être qu'avec le temps ça pourrait aller, auquel j'ai le nom. Donc voilà tout, il est détruit, puis il se casse. Et d'ailleurs, en parlant de Moose, justement, revenons-en à Moose, il faut savoir que très récemment, l'APC, donc la structure de catch française, allait sûrement l'inviter à catcher dans leur, on pourrait dire leur pay-per-view à l'APC, leur prochain show de pay-per-view. Et qu'en fin de compte, il dépose un communiqué de presse comme quoi il ne sera pas présent à ce show pour des allégations et qui a eu lieu par le passé. En 2009, alors que Moose, à l'époque, en 2009, il n'était pas encore catcheur. Et bien sûr, j'avais fait des recherches là-dessus et que je trouve que c'est absolument con et débile de faire ça, en sachant que faut savoir que Moose, il a payé sa dette. Certes, il a commis une agression envers sa propre femme. Il l'aurait tapé, il aurait même craché dessus. Et qu'il a fait, je sais pas combien de mois de prison ou combien de semaines, peu importe. Mais, euh, mais ça, c'était des allégations de l'époque et auquel il a payé sa dette. Maintenant, il est catcheur et qu'il peut catcher là où il peut catcher. Et je comprends pas pourquoi on le refuse. Franchement, quand j'ai vu ce communiqué de presse, je me suis dit, mais attends, mais ça date il y a quelques années. Pourquoi vous voulez pas inviter ce catcheur, certes américain d'origine nigérian, alors que ça date cette affaire-là. Et du coup, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi cette décision. Puisque apparemment ils aiment faire ça à leur propre catcheur français pour des raisons, certes des raisons que j'ignore, mais que ça regarde entre eux. Ça peut être des catcheurs internationaux, catcheurs français, belges, et j'en passe d'autres. Mais là, à propos de Mousse, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Certes, le gars, il a fait un truc qu'il fallait pas commettre sur une femme. Bon, on va dire violence domestique. Mais c'était il y a plus de dizaines d'années en arrière. C'est un peu débile, je trouve. Donc du coup, on n'aura pas Mousse à la PC. Quel dommage. Sincèrement, quel dommage.
Donc revenons aussi à ce match. Donc puisque Moose a su se débarrasser de ce système, c'est au tour de Leon Slater de finir le boulot. Donc bien sûr, Nick Nemeth essaie d'en empêcher de pas gagner. Et pourtant, ça va quand même arriver à Leon Slater qui va quand même réussir à battre l'équipe de The System et de Nick Nemeth. Je crois que celui qui va être sacrifié, c'est soit Dolph Ziggler, donc Nick Nemeth, ou Eddie Edwards, et qu'il va le faire un Swanton Bomb 450 Splash pour la victoire. Donc voilà tout, c'est victoire de Leon Slater et de Mike Santana, même si ce dernier était au vestiaire. Mais c'est Leon Slater qui a été le MVP de ce match. Quoi demander de plus? Donc voilà tout, victoire de Leon Slater, et voilà comment ce show se termine. Donc certes, c'était pas très ouf, rien qu'à regarder le show. À mon propre avis, hein, tout ça c'est que mon avis, rien que mon avis et rien d'autre. Mais je suppose que peut-être que euh, certains d'entre vous seraient probablement d'accord avec moi. On sait jamais, on sait jamais. Mais bon, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. Je passe directement à la, pardonnez-moi, je passe directement à la conclusion. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde, et surtout, vive le catch!